Le groupe de 45 000 personnes sera donc géré dans la continuité par un homme qui fêtera demain ses 42 ans. La continuité, c'est le message martelé tout au long de la matinée. Fondamentaux de ces métiers. Et puis c'était quelqu'un qui aimait, comme moi, faire des choses qui comptent et faire des choses importantes pour son pays. C'était un immense patriote. Je suis un immense patriote. Et je peux vous dire que depuis 1998, aucune décision qu'il n'a prise n'a été prise sans que nous en parlions et sans que nous ayons ensemble un consensus. Arnaud Lagardère aura pourtant des choix difficiles à faire dans les années à venir. On le sait, plus intéressé par exemple par les médias que par l'aéronautique. Et comme son père, il devra savoir user de ses réseaux personnels. On peut remarquer qu'à ses côtés, il y a déjà par exemple Frédéric Bredin, qui était ancien ministre socialiste. Il a recruté aussi à ses côtés Isabelle Juppé, l'épouse de l'ancien Premier ministre. Donc c'est un homme qui sait aussi déjà s'entourer. Seul moment d'émotion perceptible ce matin, son soutien, maintes fois répété, à Betty, l'épouse de Jean-Luc Lagardère. Arnaud, lui, devra maintenant réussir à imprimer sa marque personnelle et montrer qu'il est capable, sans renier les choix de son père, de se faire accepter comme le seul numéro 1 du groupe. Une émission spéciale entièrement en hommage à Jean-Luc Lagardère. Jean-Luc Lagardère est disparu, vous le savez, vendredi soir. Tout le week-end, vous l'avez vu dans les journaux télévisés, à la une des journaux. On a évoqué la carrière, le parcours, la vie de cet homme qui était un capitaine d'industrie, mais pas seulement. C'était pas seulement une success story. C'était un homme qui effectivement s'intéressait à beaucoup de domaines et qui se confond depuis 40 ans avec l'histoire du pays, quel que soit le domaine d'ailleurs, dans le domaine économique, politique, culturel et sportif. Il faut savoir que le hasard a fait que notre émission se déplace pendant toute la semaine à Toulouse. Et Jean-Luc Lagardère était né à quelques kilomètres de Toulouse, à Aubier précisément. Il était très très attaché à cette ville, il a fait beaucoup de choses pour cette ville, on va le voir dans le courant de cette émission. C'est pas par hasard d'ailleurs si Airbus est ici, à Toulouse, il a beaucoup travaillé pour ça. Et dans cette émission, eh bien, nous retracerons le destin de cet homme aux multiples casquettes. On va parler de l'aéronautique, des médias, vous le savez, des courses, du sport. Il avait beaucoup de passion, on dit qu'il avait une passion très communicative. On va évoquer donc cet homme avec des gens qui l'ont très bien connu, des hommes qui sont ici des personnalités à Toulouse, notamment le maire de Toulouse, qui est avec nous, Philippe Dostoblasi. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous l'avez très bien connu et vous nous parlez tout à l'heure de votre réaction. En tout cas, c'est un homme, l'histoire de cet homme se confond avec cette ville dont vous êtes maire aujourd'hui. Oui, Toulouse est sous le coup de cette annonce, de ce décès d'un homme, comme vous l'avez dit, un capitaine d'industrie, mais surtout, avant tout, un homme avec ses qualités, ses défauts et son amour du Sud-Ouest et de Toulouse. Je pense que Dominique Baudis, qui est à côté de moi et qui était maire au moment de la décision de l'assemblage de l'Airbus A380 ici, pourra le dire mieux que moi. Nous lui devons cela, on lui devait énormément de choses ici, où le groupe ADS, comme vous le savez, construit ses Airbus, assemble ses Airbus ici. Il avait tout fait pour que ce soit à Toulouse plutôt qu'à Hambourg. Et donc aujourd'hui, au moment où je parle, je pense beaucoup à ce qu'il a fait pour cette ville et donc pour les Toulousains. Voilà, et puis effectivement, vous l'avez dit, on est très heureux d'avoir sur ce plateau Dominique Baudis, qui a été maire de Toulouse pendant 18 ans. Donc effectivement, vous l'avez bien connu et vous avez vécu ensemble ces aventures, en tout cas, et vous connaissez à quel point il était attaché à Toulouse. Je vous laisse prendre le micro. Oui, un homme très attaché au Sud-Ouest, qui était sa région natale, et à Toulouse, parce que les secteurs industriels, les activités dans lesquelles son groupe était engagé, c'était des activités qui pouvaient se développer à Toulouse, parce que c'était des activités à base de matières grises, de savoir-faire, donc effectivement l'aéronautique et l'espace, le transport public également, avec le métro de Toulouse, le métro automatique, le VAL, qui au départ était un système nouveau inventé par une entreprise dirigée par Jean-Luc Lagardère. Le groupe Lagardère est présent dans TLT, la télévision locale de Toulouse, présent également dans le secteur spatial depuis près d'une trentaine d'années. Donc vraiment, cette ville, dans beaucoup de domaines, a travaillé avec lui sur beaucoup de dossiers. Voilà, en plus toute la presse, on l'a dit tout au long du week-end, a évoqué la vie de cet homme, quelles que soient d'ailleurs les sensibilités de cette presse. On a évoqué ses destins, son destin, shakespearien pour certains, et plein de domaines qui seront abordés par mes camarades. Et puis le président de Match TV est avec nous, Jean-Louis Remilleux, bonsoir. Bonsoir. C'est pas par hasard si on a décidé, nous, d'accorder une émission spéciale à Jean-Luc Lagardère. Non, parce que Match TV, c'est la dernière née du groupe Lagardère, et c'était... on le voyait dans les commentaires qu'il nous faisait, il avait tenu à être présent à toutes les grandes manifestations de cette chaîne depuis qu'elle est née, évidemment à son lancement, à son anniversaire aussi, et dans ses commentaires qui étaient toujours bienveillants, il disait toujours j'adore cette chaîne, ses programmes sont vivants, c'est bien, et il me disait
mais il était toujours très lucide. Il disait, on m'en dit beaucoup de bien, est-ce que c'est bon signe? Parce qu'effectivement, il était 40 ou 50 ans d'expérience professionnelle, lui avait appris qu'on ne dit pas toujours la vérité aux dirigeants. Et puis, je voudrais dire que, bon, ce soir, bien sûr, je pense à Betty Lagardère, à sa femme, à Arnaud, évidemment, et aussi à ce qu'il nous laisse comme exemple. Le peu de fois où je l'ai rencontré, je me suis rendu compte tout de suite que l'audace incroyable de cet homme, l'audace, l'énergie, la passion qui peut faire bouger des montagnes, même pour un homme seul, et aussi tout ça avec un grand panache. C'est formidable que le Figaro de samedi dernier ait mis ce texte d'Edmond Rostand de Cyrano où on parle du panache du Gascon. C'est un homme effectivement de beaucoup de panache. Vous me direz tout ça c'est des mots, comment ça se traduisait dans les faits. Ma petite fenêtre, je l'ai vu quand on a parlé un peu de télévision, et notamment à la naissance de Match TV. Il m'a dit, est-ce que vous faites par exemple de la télé-réalité? Est-ce que vous faites ça? Je lui dis non, je ne fais pas de télé-réalité. J'en ai jamais produit et je trouve pas ça terrible. Bon, c'est un point de vue personnel. Je trouve pas ça terrible. Il me dit, mais pourquoi vous n'aimez pas ça? Ça marche, ça a l'air de marcher. Je lui dis, je pense que c'est pas vraiment formidable parce que vous voyez, on montre les gens par la petite lorgnette, on nous transforme un peu en voyeurs et tout ça. Et je lui fais ma description. Elle me dit, vous avez raison, c'est pas mal de gagner, c'est bien de gagner, mais il ne faut pas baisser son pantalon, il ne faut pas le faire en faisant des concessions. Et ça, c'est aussi une de ses visions, c'est-à-dire avoir du succès. Hein. Gagner, c'était important, mais pas n'importe comment. Alors l'esprit de compétition, on a un parrain pour Match TV, c'était Gérard Depardieu. Et il y a des images assez particulières, parce qu'on voit Gérard Depardieu et Jean-Luc Lagardère. On peut expliquer cette image? C'était à l'occasion de la sortie de Napoléon, une série télévisée produite par Jean-Pierre Guérin, une des sociétés appartenant au groupe Lagardère. Et à cette occasion, un micro de Match TV s'est tendu vers Jean-Luc Lagardère. Vous allez voir ce qu'il pensait de Match TV et de sa propre humilité. En tout cas, c'est important parce qu'il avait beaucoup d'activités, Jean-Louis. Hein, beaucoup d'activités dans le groupe, beaucoup de titres, on va en parler dans un instant, etc. Il s'intéressait de près à la naissance d'une chaîne. Ça aurait pu être quelqu'un de blasé, mais pas du tout en fait. Ah non, ça, on voyait que son œil pétillait et que c'était pas dans l'Empire, dans ce groupe où il est question à la fois d'avions, de maisons d'édition considérables, de chaînes de télévision, de journaux, de radio européens. Match TV qui aurait pu être une petite chose, le passionnait et je voyais comment chaque fois qu'on lui disait, alors les chiffres, vous avez les chiffres? Hélas, on a eu les chiffres qui sont d'ailleurs bons sur Canal Satellite, mais je ne suis pas sûr qu'il les ait malheureusement entendus et vus. Donc voilà, alors comment Jean-Luc Lagardère présentait sur Match TV avec Gérard Depardieu, qui est le parrain de la chaîne? Allez, quelques images. Télé quand même, là nous sommes à Match TV. Bonjour Betty. Match télé n'est fait que pour les grandes vedettes. Oui, Monsieur Depardieu en est une. Je suis un modeste entrepreneur. Voilà, Match télé, c'est pour Monsieur Depardieu. Sans Match TV et sans Monsieur Lagardère, nous n'aurions pas fait ce Napoléon. Il faut remercier quand même. Voilà, rendons à César ce qui appartient à César. Merci, voilà, donc un homme qui avait effectivement le sens de la convivialité. Vous l'avez bien connu, Dominique Baudis. Philippe de Stoblagy, j'aimerais qu'avec vous deux, on évoque effectivement son lien, son attachement à cette ville, parce qu'effectivement, il n'occupait pas seulement les pages économiques. Voilà, c'était quelqu'un d'extrêmement attachant, d'après ce que j'ai compris, d'après les gens qui l'ont rencontré. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de votre rencontre avec lui, et encore une fois de son attachement pour cette ville. Oui, mais on le voit sur ces images, c'est un homme très, très chaleureux, très communicatif, qui aime le contact et l'échange avec les autres, un homme du Sud-Ouest. Et c'est vrai que sa réussite professionnelle aurait pu l'éloigner de ses racines, il aurait pu oublier le Sud-Ouest. Pas du tout. Il avait un attachement très très profond, d'abord à sa terre natale. Il me parlait souvent d'Aubier, il me disait mais à Aubier il y a une route, et au bout de la route il y a Toulouse, qui est la grande ville de la région. Et je pense que il y a évidemment des facteurs objectifs qui l'ont conduit à prendre des décisions de localisation d'activité à Toulouse. Mais je pense qu'il y avait aussi une part d'affectivité personnelle, d'attachement personnel. Puis, ce qui frappe beaucoup quand on pense à Jean-Luc Lagardère, c'est l'énergie dont il était capable, et une énergie, Jean-Louis Remier le disait tout à l'heure, à déplacer les montagnes. Je me rappelle en particulier sur l'affaire de l'Airbus. Voilà, maintenant on est dans le compte à rebours. Dans 2 ans, l'Airbus A380, le très gros porteur, va voler. Ça va être une révolution dans le transport aérien. On prend une avance considérable
sur le concurrent Boeing. Mais bon, la décision n'a pas été facile à prendre. Certains n'y croyaient pas. Il s'est battu pour imposer ce projet auquel il croyait parce que c'était un projet ambitieux. Et puis ensuite, il s'est également beaucoup battu pour que le gros porteur, l'A380, soit assemblé à Toulouse. Il aurait pu être assemblé à Hambourg, à Saint-Nazaire, à Séville. Plusieurs sites étaient en compétition. Il a choisi Toulouse, pas simplement pour des raisons affectives, mais aussi parce qu'il avait la certitude qu'il y a ici un potentiel humain, un savoir-faire que l'on ne retrouve pas sur les autres sites industriels dédiés à l'aéronautique en Europe. Et c'est la raison pour laquelle, malgré un certain nombre de handicaps techniques, en particulier l'éloignement de la mer, il a choisi Toulouse et il a réussi à faire partager son choix à tous nos partenaires européens. Alors on va l'écouter justement ce jour-là. Il a prononcé un discours lors du lancement, de l'annonce, l'effet d'annonce, l'avion le plus gros du monde, l'Airbus A380. Écoutez donc cet enthousiasme-là et ce pouvoir de conviction, visiblement. Lagardère a bel et bien signalé que l'aventure commençait maintenant. L'aventure où, selon ses propres termes, la finale. Une finale qui va voir s'affronter l'avionneur européen avec son A380 et son concurrent américain, Boeing. J'ai dit que ça serait un crime de ne pas réussir. Nous avons tout pour cela. Et la force qu'ont inculqué les pionniers reste très vivante, très active. Et je pense donc qu'avec notre qualité et avec ce moral, on réussira. Donc un crime de ne pas réussir, hein. On a tous réagi. Il avait le sens de la formule. C'était ça son pouvoir de conviction? Un crime de ne pas réussir, moi aussi j'ai réagi quand j'ai entendu cela. C'était un Gascon. Il aimait le rappeler. Il disait souvent je suis né à Aubiette, parce qu'on ne dit pas Aubier, on dit Aubiette. Ah oui, je vous le dis au passage. Et on en plaisantait ensemble souvent. Et moi je trouve que c'est un homme de challenge avant tout. Les radios arrivent, il veut avoir la meilleure, et il fait Europe 1. Il rentre dans le domaine de la voiture, passion que nous avions ensemble sur la course automobile. Avec Matra, il veut être champion du monde de Formule 1 et gagner les 24 heures du Mans. Et il est champion de Formule 1 avec Stewart et il fait avec Pescarolo les 24 heures du Mans 2-3 fois sur les fameuses Matra. Il s'intéresse au cinéma. Il fait le hussard sur le toit. J'étais ministre de la Culture à l'époque, je m'en souviens très bien. C'était un budget colossal. On n'avait jamais vu un budget comme celui-là, l'équivalent de 180 millions de francs. C'était une révolution. Donc, le coût du risque. Donc, on ne peut pas dire qu'il l'a fait pour gagner de l'argent. Non, justement, parce qu'il en a perdu avec ce film. Et il aimait relever les défis. Et c'est ça qui m'intéressait le plus. Et Dominique Baudis vient de le redire. Et il voulait que la 380 soit fait en France et en particulier à Toulouse. Donc c'est un homme de défi. Ce qui l'intéressait probablement dans l'Airbus A380, c'est que c'est le plus grand avion qui n'ait jamais volé civil. Donc c'est cela, moi, que je retrouve. Un crime de ne pas réussir, c'est, oui, en définitive, une belle... Et puis aussi, son fils, enfin, le fait que son fils ait pu être préparé, c'est aussi quelque chose, moi j'en ai souvent parlé avec lui, et que je pense souvent les grands hommes ne s'occupent peut-être pas toujours aussi de ce qui se passe après. Je pense qu'il avait essayé de faire en sorte que son fils soit à la hauteur, et je pense que c'est le cas. Alors effectivement, on va parler tout à l'heure de ce domaine d'activité, et les journaux ont beaucoup rappelé cette success story, hein, simple ingénieur au départ, et puis cet empire aujourd'hui, donc ça ne se fait pas par hasard. Il y a, on l'a dit, une personnalité très forte. Moi j'aimerais comprendre, vous qui l'avez beaucoup rencontré, comment quelqu'un comme ça, un être humain, peut convaincre les autres de partir dans des aventures à chaque fois impossibles. Est-ce que vous arrivez à expliquer ça? D'abord, je crois que c'était quelqu'un de très sincère. Et on le sentait quand on le voyait. C'était quelqu'un qui racontait pas des histoires, qui ne faisait pas des choses tordues. Il était sincère, il était droit, il regardait les gens droit dans les yeux. Et donc, il avait cette capacité à faire partager son enthousiasme et à convaincre. Alors, il n'a que des succès, il y a eu parfois des déconvenus. Quelle vie professionnelle aussi passionnante est épargnée et protégée de toute déconvenue. Il y a eu TF1, il souhaitait avoir TF1, c'est Bouygues qui l'a eu. Il y a eu l'échec de la 5, mais il avait justement une revanche à prendre dans le domaine de la télévision, et c'est la raison pour laquelle il a été particulièrement créatif avec Arnaud sur le secteur du câble et du satellite, en créant des sociétés de production, des chaînes nouvelles, et il se préparait à rentrer dans la cour des grands de la télévision, c'est-à-dire
la télévision hertzienne avec la télévision numérique terrestre. Mais la polyvalence est assez impressionnante, parce qu'on a dit tous les domaines dans lesquels il agissait, hein, donc de l'aéronautique aux médias, etc. Comment est-ce qu'on peut être aussi aguerri, aussi spécialiste, encore une fois, avoir cette sensibilité selon les domaines? Est-ce qu'il faut bien s'entourer? Est-ce qu'il faut être spécialement intelligent, comprendre vite? Comment vous expliquez ça? Oui, tout ça, et puis surtout avoir l'esprit ouvert, une disponibilité intellectuelle. Ce n'était pas quelqu'un qui était figé dans des schémas. On a vu dans les domaines professionnels où il était les choses se transformer complètement. Évidemment, l'environnement de l'aéronautique dans les années 90 n'était plus ce qu'il était 20 ans plus tôt. Et c'est un homme qui savait anticiper, deviner les évolutions, les accompagner et les utiliser de façon positive. Rendons-nous compte, par exemple, qu'il y a quelques années, l'aérospatiale qui fabriquait les Airbus était une entreprise publique, une entreprise nationale. Les Allemands et les Britanniques étaient sur le point de construire une industrie européenne sans nous, parce que notre industrie était une industrie d'État. Jean-Luc Lagardère a réussi à convaincre le gouvernement de Lionel Jospin de privatiser l'aérospatiale. Il s'est porté à la tête de l'aérospatiale. Il a fédéré les autres acteurs européens et il a fait de Toulouse la clé de voûte de tout le dispositif. Donc pour ça, il faut une capacité de conviction extraordinaire. Je voudrais ajouter aussi une chose dans le tempérament qui vient probablement de cette région aussi, enfin de ce côté à la fois d'avoir des racines profondes et les pieds bien sur terre tout en ayant la tête dans les étoiles, cette audace impressionnante qui me rappelle la phrase de De Gaulle, la tendance suivra. Et sur le sens de tout ça, quelle philosophie de vie on peut avoir lorsqu'on accomplit ce genre de choses, lorsqu'on a ce genre de destin? Comment vous expliquez ça là aussi? Est-ce qu'il y a un sens, une philosophie particulière, les uns et les autres qu'il avait rencontrés? Non, moi je voudrais revenir un instant sur ce qui a été dit sur la télévision. Je pense que c'est pas un homme qui n'a eu que des succès. Il n'a pas que des amis. C'est un homme qui avait des défauts aussi. Je veux dire, il serait ridicule de faire pendant 1 heure une émission pour dire exceptionnel. C'est un homme qui était dans la vie. Donc quand on est dans la vie, par définition, on gêne. Donc il avait aussi des gens, on l'a vu pendant ces derniers temps. Mais c'était un battant. Et je crois qu'il y a 2 sortes quand même de personnes. Il y a les battants et les autres. Et il était un battant. En particulier, récemment, moi j'ai des amis qui jouent au tennis avec lui. Impossible de le battre. Enfin, je veux dire, ou alors si on le battait, on sentait que c'était excessivement grave pour lui, pratiquement. Parce que sur l'instant, il ne voulait pas perdre. Je crois que c'est cela un peu aussi. C'est un battant qui avait aussi un sens, en effet, assez développé, je crois, de l'amitié. Le sens du défi. On va voir des images, Jean-Louis, de lui et son fils. Vous avez choisi de montrer. Oui, je crois que ce sont des images assez anciennes. On reconnaît au tout début de ce reportage Arnaud Lagardère à ses débuts dans la vie. Je crois que vraiment, il devait être très très jeune adolescent. Mais il s'ensuit dans un portrait très ancien fait par la télévision de l'époque, un portrait d'un Jean-Luc Lagardère beaucoup plus jeune, évidemment, et avec déjà quelques philosophies de l'entreprise, de sa vie de capitaine d'industrie. Et on voit là où va son objectif. Alors on regarde. Signe particulier, ne fume pas, ne boit pas, travaille. Dès le petit déjeuner auquel il convie toujours un proche collaborateur. 2 passions, son fils et son métier de meneur d'hommes. Une vie partagée entre 3 bureaux, à Vélizy et à l'Étoile pour la Matra, ainsi qu'à Europe 1 dont il est le vice-président. Ça va mon chéri? Allez, travaille bien. Hein, sûr? Oui, au revoir, bonne journée. Lagardère ici. Bon, vous me passerez alors là toutes les... Je suis un homme d'action, un homme d'équipe qui anime, qui chauffe, qui met le charbon dans la machine. Nous allons regarder. J'ai constaté un certain nombre de choses dans ma vie de travail qui maintenant remontent à plus de 20 ans. C'est que les Français de ma génération et ceux qui viennent derrière sont des gens extrêmement sérieux, extrêmement constructifs, extrêmement travailleurs, qui ont fait dans ce pays énormément de choses depuis 20 ans. C'est certain que les demandes des jeunes de mon temps et des jeunes d'aujourd'hui sont différentes. L'ambition se situe sur un registre très différent. Aujourd'hui, c'est la qualité de la vie. C'est beau, la qualité de la vie, c'est bien. Mais je trouve que c'est un peu dur de le présenter comme un réflexe, comme une réaction à ceux de ma génération qui ont travaillé comme des brutes et qui, malgré tout, ont bien aimé la vie.
Voilà, la philosophie de la vie, avec cette idée que donc la qualité de la vie c'est bien mais c'est pas tout quoi. Hein, c'est un peu l'idée, c'est ce qu'on retient. Oui, j'ai l'impression. Et puis vous avez vu cet attachement aussi, je crois que vous aviez dû le sentir, vous qui le connaissez depuis si longtemps, que c'est un attachement à la France. Hein. Il y avait un côté cocardier, un côté défense des valeurs de la France, de la République. On l'a vu là quand il a acheté toutes ces maisons d'édition. Il y avait ce souci de ne pas voir partir des pans de l'industrie à l'étranger. Je crois que c'était aussi très très présent dans ses choix. On dit qu'il avait effectivement de bonnes relations avec les hommes politiques en fait. Hein. On dit qu'il était homme de droite, ami avec Jacques Chirac. En même temps, on a beaucoup de photos de lui et il a dit forcément, il a eu souvent affaire aux gens de gauche, à François Mitterrand. Et j'ai l'impression qu'il utilisait effectivement ce ressort-là pour obtenir des choses, pour convaincre. Hein, ce ressort, bah, attendez, la France ne peut pas faire ça ou ne peut pas laisser faire ça. Vous avez ce sentiment-là ou pas? Oui, Vous parlez aux hommes politiques. Oui, oui, et puis de toute façon, pour les responsables politiques nationaux ou régionaux, il était un acteur absolument incontournable. Vous savez, quand quelqu'un crée des entreprises qui elles-mêmes créent des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois, c'est bien quelqu'un avec qui il faut parler parce que il concourt au développement du pays autant que les responsables politiques. Et on ne peut pas diriger un pays ou une région sans tenir compte de l'avis, des opinions, de l'analyse d'hommes qui, comme lui, sont des grands acteurs de l'économie française et européenne. Parce qu'effectivement, il avait ce sens national très, très profond, mais il savait aussi inscrire ses projets dans la dimension européenne. Et il savait bien que si on ne les inscrivait pas dans la dimension européenne, on était balayé. Bon, on va reprendre la conversation dans un instant. On va faire quelques coups de projecteur sur certaines de ses passions. L'automobile, une passion commune avec Philippe Douste-Blazy. Le monde des chevaux, des courses également, on va en parler. Et puis, c'était très important pour lui d'aider les jeunes, visiblement. Le Fonds de Nation achète, exactement. On va en parler dans un instant, juste après ça. Dans une minute, on se retrouve. Voilà, retour sur le plateau de Match TV, vous le savez désormais, toute la semaine nous serons à Toulouse et ce soir émission spéciale consacrée au destin de Jean-Luc Lagardère qui nous a quittés ce week-end avec Philippe Douste-Blazy, député maire de Toulouse, et Dominique Baudis, président du CSA aujourd'hui, qui a été maire de Toulouse pendant 18 ans, qui a très bien connu Jean-Luc Lagardère. On a évoqué un peu son parcours, on va évoquer ses passions, passion de l'automobile que vous aviez en commun, vous disiez il y a un instant, vous en parliez. Oui, en tout cas, devenu patron de Matra à l'âge de 36 ans, c'est vrai que Jean-Luc Lagardère a voulu tout de suite inscrire cette marque dans la course automobile. C'était même une période où il y avait Pescarolo qui était en Formule 3, François Sévère qui est mort depuis malheureusement en Formule 2, et il y avait Jackie Stewart, champion du monde, je crois 2 ans ou 3 sur Matra. C'était extraordinaire, c'était la première fois qu'une voiture française redevenait au plus haut niveau, parce qu'il aimait les défis et parce qu'il est arrivé au bout du bout. La Formule 1, il faut savoir que c'est quand même la technicité poussée à l'extrême, c'est comme l'espace. Les matériaux employés, la lutte contre le poids, les accélérations, le sens de la limite, c'est tout un jeu qui est parfois dangereux d'ailleurs et parfois mortel, mais c'est jouer avec ça. Et je pense que c'est quelqu'un qui aimait quand même jouer la limite, parce que les gens qui aiment la Formule 1 aiment jouer la limite. C'est bien, ils nous ont dit un peu sur lui en même temps. Donc, Stéphane Le Goff. Oui, effectivement, on l'a dit haut et fort ici, sa passion pour le sport s'est jamais vraiment estompée au cours de sa vie. Je crois même qu'on va pouvoir dire qu'il a mené un peu sa carrière à la manière d'un grand champion, avec beaucoup de succès, mais aussi beaucoup d'échecs, et que l'enseignement qu'il tirait à chaque fois de ses échecs, c'est ça qui faisait qu'il rebondissait correctement. Et d'ailleurs, j'ai relevé une phrase de lui, notamment après l'échec de la 5, où il a dit ce jour-là, je me suis comporté comme un boxeur. Effectivement, j'ai mis un genou à terre, mais à la manière d'un boxeur, je me suis immédiatement relevé pour disputer le 12e et dernier round. Il y avait toujours un 12e et dernier round. Parallèle avec le sport. Oui. Alors, effectivement, c'était un homme de défi et c'était surtout un précurseur. Sa première passion, ça a été, on l'a dit, en 63, l'automobile quand il rentre chez Matra. Et dès qu'il arrive chez Matra, il crée une écurie de course. Il fait venir des hommes comme Beltoise, Pescarolo, Jackie Stewart. Et il annonce haut et fort tout de suite ses objectifs en disant « Je veux gagner les 24 heures du Mans, je veux gagner éventuellement le championnat du monde de Formule 1. » À l'époque, Matra est en France en Formule 3. Et il va gagner en 69 avec Jackie Stewart la Formule 1, le championnat du monde, et gagner 3 années consécutives quand même, grâce à Pescarolo notamment, les 24 heures du Mans. Donc on va peut-être voir quelques images, et d'ailleurs c'est Jean-Luc Lagardère lui-même qui parle de ces années passées. Une entreprise moderne
devrait mettre dans ses bilans, à l'actif de son bilan, l'esprit de cette entreprise. Grâce à la course pendant 10 ans, l'esprit Matra s'est formé, s'est aguerri, s'est consolidé. Et aujourd'hui, nous avons cet actif. Je le considère comme considéré. Donc voilà, c'est un petit extrait en fait pour donner un peu de l'esprit. Moi je suis épaté à chaque fois par le pouvoir de conviction. Hein. Il est convaincu, donc c'est communicatif, on y croit avec lui. Alors ça, effectivement, bon, c'était le début de sa carrière. Ce fut effectivement un succès retentissant pour l'industrie française, pour Matra. Il y a eu aussi des échecs. 10 ans après avoir arrêté Matra, le projet Matra, c'était en 74. 8 ans plus tard, il essaye de faire autre chose et il est précurseur là encore. Il veut faire le premier club de foot d'entreprise en France et il rachète le Matra Racing, ce qui est devenu le Matra Racing, mais qui était auparavant le Racing Club de France, puis le Racing Club Paris. Et là, effectivement, il y aura une petite désillusion. Il en tirera beaucoup d'amertume parce que je pense qu'il avait beaucoup et un très grand projet sur le football en particulier. Il fera venir des stars, Luis Fernandez à l'époque, Francescoli qui a fait rêver des générations entières de footballeurs, Lidzbarski, enfin des noms que vous ne connaissez peut-être pas ou que vous n'avez pas connus. Mais à mort, je collectionnais les vignettes Panini. Mais effectivement, là c'était un précurseur parce que ça a été le premier à penser à cet objectif. Il voulait faire du Matra Racing, ce qui a été un peu en Italie, la Juventus de Turin, liée à la société Fiat. Malheureusement, ça ne s'est pas passé vraiment comme il espérait. Et puis il a une autre passion qui est restée, elle, fidèle et qu'il a eu toute sa vie. En fait, ça date pratiquement de sa plus tendre enfance. Hein. Il a connu les chevaux à la campagne et toute sa vie, il a eu pour objectif de devenir un éventuel éleveur de course. Il en est devenu, non pas un éventuel, il est devenu l'un des plus grands éleveurs de course, plus de 400 chevaux de course dans son écurie. Et je crois que l'apogée de sa carrière, pour lui, en tous les cas, c'est ce qui ressort en tous les cas des articles que j'ai pu lire dernièrement, ça a été effectivement la victoire du Pur Sang en 98 au Grand Prix de l'Arc de Triomphe. Je crois que c'était vraiment important pour lui parce que l'ambition de tout éleveur, c'est de créer une souche et que ce cheval qui a gagné l'Arc de Triomphe était un produit d'un étalon maison, l'Inamix, qui était né chez lui dans son haras. Et donc c'était l'achèvement de toute sa vie d'éleveur et de propriétaire. Et du coup, il était tellement investi et tellement battant qu'il a réussi à réveiller une institution, on va être poli, on va dire assoupie, qui était la société d'encouragement. Et il en a fait France Galop. Et c'est vrai qu'il a en gros sauvé les courses de galop qui n'allaient pas bien quand il a pris la présidence de France Galop. Il ne connaît pas bien le foot, mais par contre, les chevaux, il connaît correctement. Enfin bref, juste pour conclure sur Jean-Luc Lagardère, mais peut-être qu'on va revoir une interview avant. En fait, hein. Non, on a demandé, Match TV a demandé à un autre propriétaire de chevaux très, très connu, qui est Alec Wildenstein. Alec Wildenstein, c'est un homme qui est le fils de Daniel Wildenstein, un nom qui dira beaucoup aux amateurs d'art et aussi aux amateurs de chevaux. C'est un grand éleveur, ils ont été souvent en compétition. Il a tenu à dire quelques mots sur Jean-Luc Lagardère, c'était hier, il y a quelques heures. Voilà, spécialement pour JT, regardez. J'ai rencontré le président Lagardère il y a certainement 35 ans quand il était chez Matra avec M. Floira. Nous étions allés le rencontrer avec mon père. Depuis, on s'est vu très souvent aux courses, il avait la même passion que nous et il a eu une réussite formidable. Et maintenant, en tant que président des courses, il a animé les courses et a réussi à les sortir de l'impasse dans laquelle elles étaient. Sa disparition est une catastrophe, tant pour l'aéronautique, la défense et surtout pour les turfistes. Et en plus, c'était le premier éleveur en France, il avait le meilleur élevage français. Il avait eu la joie d'avoir un grand étalon qui s'appelle l'Inamix, qui lui a donné un gagnant d'Arc de Triomphe qui se nomme Sagamix. C'est formidable d'avoir réussi à élever un cheval et que celui-là donne par la suite un gagnant d'Arc de Triomphe. Partager, non, mais on s'est souvent battu, toujours avec le sourire, et il nous battait souvent, puis on l'a battu aussi, et nous étions très amis. C'est un homme qui était très affable, facile d'accès et très dynamique. Et je crois que ça, c'est vraiment ce qui me restera pour moi dans la mémoire, c'est son dynamisme et sa précision et sa clarté d'esprit. Voilà, il provoquait l'admiration même chez ses concurrents, en fait, direct dans certains domaines. En fait, juste pour conclure, parce on pourrait parler des heures de Jean-Luc Lagardère dans le sport. Pour conclure, moi je suis un observateur finalement assez objectif, puisque je ne l'ai pas connu personnellement. Ce que je retire de Jean-Luc Lagardère,
c'est ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait déjà réussi professionnellement, qui avait une notoriété, tout le monde le connaissait, qui n'avait pas de soucis financiers particuliers et qui pourtant s'est investi complètement dans le sport. Et c'est là où on voit que c'est un homme de défi. C'est-à-dire qu'il n'allait pas dans le sport pour retirer une notoriété supplémentaire ou pour avoir des bénéfices supplémentaires, il l'avait déjà. Et je pense avoir navigué suffisamment longtemps depuis quelques années dans le monde du sport et qu'il y a pas mal de personnes qui feraient de temps en temps Très bien, il ferait bien de s'en inspirer un petit peu de temps en temps. En tous les cas, moi, c'est ce que je retiens de Jean-Luc Lagardère. Après, le reste, la postérité jugera. En tout cas, on va parler effectivement des médias, on l'a beaucoup dit depuis le début de l'émission. C'est vrai qu'aujourd'hui, son nom est attaché à des maisons d'édition, à des titres de journaux dans le monde entier. Et donc j'aimerais que vous nous rappeliez un petit peu cette aventure dans les médias, parce que ce n'était pas son métier d'origine. Je rappelle qu'il était ingénieur au départ. Voilà, il était ingénieur, mais ce que je retiens dans ce que vous avez dit, Monsieur Baudis, c'était sa curiosité et son ouverture d'esprit. Et je pense qu'il avait compris que pour continuer à progresser dans la vie, il fallait être informé. Et il a toujours été, c'est vrai, très curieux. Et puis ça participait de l'influence de son groupe, mais je crois, si j'ai bien compris, moi non plus je ne l'ai pas connu, qu'il y avait une véritable curiosité. Alors sa première entrée dans les médias, ça a été Europe 1, avec le même parrain, Monsieur Floirat, qui l'avait emmené à Matra. Et il est rentré en 73 à Europe 1 et il a commencé donc à s'occuper de radio avec la volonté, vous l'avez dit, que ça soit la meilleure. Et il a aussi passé très tôt une alliance avec Daniel Philippaki et il a racheté des magazines qui avaient été créés par les Lazareff ou par Prouveau, qui sont Match, qui sont Elle ou Télé 7 jours. Et il en a fait un véritable empire. Et là aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu un raisonnement d'industriel qui a été critiqué au nom de l'idéal des entreprises et de leurs fondateurs. Mais c'est vrai que son obsession de garder des choses pour la France, elle marchait aussi pour les magazines. Et donc il a transformé ces magazines en véritables marques et labels, déclinables en télévision comme on l'a vu avec Match TV, déclinables dans le monde entier comme le label Elle. Le magazine Elle qu'on connaît existe dans le monde entier. Existe dans le monde entier jusqu'en Chine. Il y a des éditions dans le monde entier de Elle Déco, de Elle Cuisine. Et le groupe Hachette, qui édite des magazines, est le premier éditeur de médias dans le monde avec 222 titres. Alors, il existe des filiales aux États-Unis, au Japon, en Chine, partout. Là aussi, il y a des choses qui ont très bien marché et il y a pu y avoir quelques échecs. C'est vrai qu'il y a eu le lancement du magazine George en partenariat avec des Américains et puis qui a moins marché après. Mais globalement, c'est une réussite incontestable. Ensuite, on a dit il y a eu la radio, il y a les magazines, il y a un certain nombre de quotidiens, il y a le quotidien du 7e jour qui est le journal du dimanche, il y a un certain nombre de participations et de propriétés dans des quotidiens régionaux en France. Et puis il y a eu la télévision, donc on a dit la volonté d'acquérir TF1 qui n'a pas fonctionné, un échec sur la 5, et il ne s'est pas découragé, le boxeur s'est relevé, et puis il est revenu autrement, on n'a pas voulu que lui par cette porte-là, il est revenu par l'autre porte, toujours avec cette volonté d'être battant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire le câble et le satellite, des participations sur Canal Satellite en particulier, et puis des chaînes, le rachat d'MCM, la création de TV, c'était réellement sa volonté. Canal J aussi, la chaîne et puis le rachat de Canal J à qui il a permis de se développer et qui a aussi eu d'excellents résultats aux dernières mesures d'audience. Et puis enfin, les livres. Les livres, c'est le rachat d'Hachette qui lui a été contesté. Et là aussi, il a su en faire des vraies marques et il a su les développer. Et puis son dernier coup, entre guillemets, parce que je crois que c'était un homme de coup et qu'on n'est pas industriel et capitaine d'industrie sans risquer et sans plonger un certain nombre de fois, sans être sûr qu'on a vraiment un parachute qui va s'ouvrir, et c'était de dire, je suis candidat au rachat de Vivendi. Ça a fait hurler, mais il l'a eu, et rachat du département édition de Vivendi, et puis c'était en octobre 2002, et il l'a eu. Donc toujours un investissement dans les médias, l'édition, la distribution aussi, 50% des NMPP, la distribution des journaux, et une volonté d'exister toujours dans ce domaine-là, et de permettre à ce domaine-là de se développer. Donc précisément, on a parlé de Match TV, donc de la naissance de Match TV. Encore une fois, racontez-nous le rôle que peut avoir quelqu'un qui dirige un empire comme celui-là. Encore une fois, à quel point il s'y intéresse, pour quelle raison, de quelle manière? Le lancement de Match TV s'est surtout passé avec Arnaud Lagardère, mais Jean-Luc Lagardère, 2 ou 3 reprises, m'a donné quelques petits conseils comme ça. Et c'était toujours des conseils extrêmement bienveillants. Et en même temps, pour un homme qui n'était pas un homme de télévision et d'image, c'était extraordinairement précis. Et toujours attaché à des détails aussi. Ça m'a frappé. Des détails, ça compte. C'est même déterminant.
Et par exemple, un détail amusant qu'on peut voir en ce moment à Toulouse, c'est cette incroyable montgolfière qu'on a posée sur la place du Capitole, cette montgolfière aux couleurs de Match TV. Un jour, il me dit, mais toujours cette idée des choses qui volent, qui vont vers le côté l'aéronautique toujours. Il me dit, mais qu'est-ce que vous faites comme promotion? Vous devriez acheter une montgolfière, parce que la montgolfière, ça se voit de loin, et on peut la lancer au-dessus des villes. Et on était au moment des présidentielles, il me dit, il faudrait faire une émission avec des hommes politiques qui vont être candidats au présidentiel, vous les collez dans le ballon et vous appelez ça, ils vont le débat. Et on lance le... Vous voyez, voilà qui était aussi Jean-Luc Lagardère. Bon, en tout cas, on va l'écouter parler, parce qu'on parle effectivement de ce nombre de titres, de ce nombre d'initiatives comme ça. Donc, quelle boulimie, c'est l'impression qu'on a aujourd'hui. Quel sens il donne à tout ça? Voici ses motivations. Pourquoi est-on patron? Qu'est-ce qui vous motive? L'argent? Absolument pas. Le pouvoir? On ne refuse pas l'argent, il ne faut pas dire non plus, il ne faut pas être hypocrite. Le pouvoir, certainement davantage que l'argent, en priorité par rapport à cela. Mais je crois beaucoup plus le désir profond de se réaliser. On a en soi un peu comme une vocation, en tout cas un désir. On veut être ingénieur, on veut être charcutier, on veut être médecin. Disons que j'aime absolument prendre des responsabilités. Dès mon début dans la vie, j'ai pu constater que des ingénieurs qui, comme moi, sortaient d'une grande école, de la même façon, fuyaient les responsabilités, la grande majorité. Et je me suis rendu compte que, naturellement, j'étais attiré par elles. Voilà, c'est aussi simple. Ça paraît simple, on devrait tous faire pareil en fait. Alors justement, il voulait aider les jeunes, et c'est pas une formule, parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui disent ça, mais là, lui, c'était très concret, ça lui tenait à cœur. Exactement, il avait sa propre fondation, la fondation Hachette, et tous les ans, il y avait une remise de bourse pour les jeunes dans tous les domaines, la littérature, la photographie, le journalisme, le multimédia. Et il y avait un jury très très prestigieux chaque année. Il y avait Edmond Charleroux, Jacques Attali, François-Xavier Gisbert. Et vraiment, il était là avec passion. Et ce qui était épatant, c'est de voir la passion que tout le monde avait pour lui. Et tout le monde était ravi d'être là, de donner ces bourses qui étaient entre 30 000 francs et 80 000 francs pour tous ces jeunes. Ils étaient tous ravis que cet rendez-vous soit là tous les ans. Et c'était vraiment... je suis très triste parce qu'il était un homme qui montrait qu'il voulait toujours être là pour les jeunes et continuer, que le monde continue. Alors c'est vrai que vous êtes un peu sous choc, on en a parlé en coulisses, parce que vous étiez épaté par ses collaborateurs en fait, parce que vous avez travaillé pour cette fondation à un moment donné, et vous avez rencontré tous ces gens, on disait que c'était un leader, donc encore une fois on parle de lui, mais vous parliez des gens qui travaillaient pour lui, il y avait une ferveur en fait. Oui, ils étaient tous là, ils savaient ce que c'était de travailler pour lui, et quand il arrivait, c'était le roi soleil, c'était le roi soleil. Il est arrivé, il avait sa cour, et sa cour était très 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 impressionnée par lui, c'était très professionnel pour lui, mais c'était impressionnant de voir, c'est un roi qui nous quitte. Bon, en tout cas, je voudrais qu'on parle effectivement puisque vous parlez de roi, de dynastie pour le coup. Arnaud Lagardère, 42 ans dans quelques jours, on le lit dans tous les journaux, et le successeur désigné. Vous en parliez ensemble, vous disiez Philippe, de son fils, de cette succession, parce que lui-même était fils unique, Arnaud est fils unique, donc il y a une sorte de filiation comme ça. Je crois qu'une des grandes qualités de Jean-Luc Lagardère, c'est précisément d'avoir préparé sa succession. Oui, il y a un grand sport national souvent en France qui est de dire un peu du mal des entreprises françaises nationales. Là, nous avons ici, nous sommes bien placés pour savoir l'importance que représente EADS. Et donc, ce qu'est Noël Forgeard ici, ce qu'est Camus, ce que représente donc maintenant Arnaud Lagardère. Et je forme un vœu, le plus cher, c'est que justement ils puissent se battre comme ils le font depuis maintenant longtemps autour de Jean-Luc Lagardère. Maintenant, il n'est plus là, mais qu'ils se battent pour que justement l'emploi, pour que ces projets comme cette maquette que vous avez à côté de vous, la 380, pour que toutes ces industries de l'espace puissent véritablement continuer à Toulouse et ailleurs. J'aimerais qu'on en parle 2 minutes. Vous avez visité, il paraît qu'il y a des maquettes géantes. Oui, je l'ai visité. Oui. Grandeur nature. Ce qui marque le plus dans cette maquette, c'est que lorsque vous rentrez, vous vous asseyez, y compris sur le siège près du hublot, mais quand vous vous levez, vous pouvez vous lever véritablement. Vous n'êtes pas accroupi. Donc c'est une impression absolument incroyable de grandeur, de hauteur. On a l'impression qu'un A320 est tout petit à côté. C'est un navire amiral qui va quand même emporter entre 550 et 580 personnes, parfois 600, dit-on.
Donc, il volera, je pense, au début 2005. Ça sera un symbole de plus pour Toulouse. Je pense que Jean-Luc Lagardère l'a voulu ainsi, mais je souhaite surtout que ce sont des entreprises cotées, ce sont des entreprises qui jouent un rôle très important aujourd'hui sur le plan des marchés financiers, qu'elles restent, qu'elles soient stables et qu'elles se développent. Et je pense en particulier à tous ces ingénieurs qui travaillent ici, qui ont le stress, qui se demandent ce qui va se passer. Il y a ici, à Toulouse, une inquiétude, ce qui est normal. Je pense beaucoup à eux, mais je sais aussi que c'était la plus grande fierté de Jean-Luc Lagardère qui m'en avait parlé, c'était le niveau de qualité de ces ingénieurs toulousains et de ces salariés toulousains jusqu'aux plus petits salariés de l'entreprise sans lequel on ne peut pas fabriquer un engin comme celui-là. Alors on a des photos, je crois, de la première classe de cet avion. Il paraît que c'est très impressionnant. Je vais les découvrir en même temps que vous, Dominique Baudis. Vous avez visité, vous, ça ou pas? On dirait que c'est de la science-fiction, hein, donc dites-moi si ça existe vraiment. Oui, là, ce sont des maquettes. Maintenant, cet avion, ça fait à peu près 10 ans que le projet existe. Et je me rappelle, il y a une dizaine d'années, il y avait très peu de gens qui y croyaient. Lui, il croyait, mais... Les gens qui n'y croyaient pas disaient quoi? Ils disaient que ce serait très coûteux, beaucoup trop cher. Ils expliquaient que Boeing avait une position indétrônable sur les gros porteurs. Et justement, la stratégie de Jean-Luc Lagardère était de dire on ne peut pas laisser à Boeing le monopole du très gros porteur avec le Jumbo, le 747. Il faut que l'Europe, il faut que Airbus fasse son gros porteur. Mais effectivement, ça représentait un investissement au départ très 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 important. Et puis beaucoup de complexité technique. Mais il y a toujours cru. Et effectivement, avec cette capacité qu'il avait à entraîner les autres et à leur faire partager sa conviction et son enthousiasme. Alors vous êtes aussi des leaders, on parlait de la personnalité de quelqu'un comme ça, qui a un destin un peu exceptionnel. Encore une fois, est-ce que quand on croise des gens comme ça, dans sa vie professionnelle, dans sa vie d'homme, on s'inspire parfois, de lui ou d'autres, de ce charisme? Est-ce qu'on peut se dire, tiens voilà, j'ai vu la relation qu'il avait avec les autres, je vois cette sincérité, et c'est ça ma priorité dans la vie. Je voudrais comprendre, encore une fois, comment quelqu'un comme ça peut vous toucher personnellement. Ce qui est impressionnant et l'exemple et la leçon qu'on peut tirer, c'est encore une fois cette volonté, cette capacité quand il essuie un échec de se relever et de recommencer. Et puis également, c'est quelqu'un qui avait réussi beaucoup de choses, qui aurait pu vivre dans un confort tranquille. Et en fait, il fallait toujours qu'il lance de nouvelles aventures. Effectivement, vous le rappeliez encore il y a quelques mois sur l'édition. C'était un pari énorme. Et c'est quelqu'un qui sans arrêt lançait de nouvelles aventures industrielles. Un charisme comme celui-là, encore une fois, ça touche à quel point? Est-ce que parfois, lui ou d'autres, encore une fois, hein, ça peut inspirer, parce qu'on continue d'avancer dans la vie, d'évoluer, vous comme nous tous. Est-ce que, encore une fois, ça peut vous toucher à ce point? Mais il est évident que il y a des personnalités qui marquent plus que d'autres. Et que dans le monde de l'entreprise, mais entreprise en général, je dirais, il y a des gens qui marquent par le respect des règles du jeu, par aussi l'esprit d'opportunité, et enfin par cette envie un peu folle de gagner, quoi qu'il arrive, d'avancer. C'est vrai que Jean-Luc Lagardère fait partie de ceux qui auront marqué cette deuxième partie du siècle, du XXe et le début du XXIe. C'est comme cela. Il y en a aussi en Allemagne, il y en a aux États-Unis, il y a cette race d'hommes. Et c'est vrai que c'est une chance absolue de les rencontrer. Parfois, d'ailleurs, aussi, on peut s'en inspirer, c'est possible. Mais chacun son métier. Il y a des gens qui sont là pour entreprendre, pour prendre des risques financiers. Il y en a d'autres qui sont là pour prendre des risques aussi, tout simplement politiques ou des risques d'hommes. Peut-être la simplicité aussi. Il y a un moment où les grands hommes sont grands parce qu'ils sont simples. Ils restent avant tout des hommes. Et je pense que Jean-Luc Lagardère ne faisait pas partie de ces gens très hyper mondains. Oui, il l'était. Il l'était. C'était certainement pas son moteur. Alors j'aimerais qu'on parle de Arnaud Lagardère. Jean-Louis, vous le connaissez bien, encore une fois il est à l'origine de cette chaîne. Beaucoup de regards se tournent vers lui, évidemment. Vous pensez à lui en quels termes en fait? Bon, je pense à lui d'abord humainement, amicalement, évidemment, et à ce défi qu'il va devoir relever. Mais je suis extrêmement rassuré, comme tous ses collaborateurs, tous ceux qui le connaissent bien, parce que c'est un homme qui a non seulement hérité, le mot est un peu évidemment
dur, mais du groupe Lagardère, mais il a surtout hérité des qualités de son père. D'abord, son charisme, il a un charisme très grand, Arnaud. C'est génétique. Oui, une présence aussi, et une foi inébranlable. Et aussi cette volonté de faire les choses, quoi qu'il arrive, et de ne pas trop s'embarrasser des problèmes d'intendance, de décider. C'est évidemment un homme rigoureux, c'est un économiste aussi, enfin il a connu ça par cœur, mais c'est surtout un homme d'action avec cette humanité aussi, cette humanité qu'il a héritée de son père. Voilà. Je propose d'écouter son père qui parle de lui. Oui. Il dit que c'est sa meilleure réussite, sa plus belle réussite. On regarde. Une société financière qui s'appelle Argile, dans laquelle j'ai mis pratiquement tout mon pouvoir. Argile, c'est simple, c'est Arnaud et Jean-Luc. Arnaud, c'est mon fils. Et si je le cite, c'est parce que dans ma ligne, dans ma tradition, s'il m'arrive quoi que ce soit, il suivra cet engagement qui est lui aussi jusqu'à sa fin de soutenir, de poursuivre l'indépendance et le développement de Matra. C'est assez émouvant effectivement d'écouter ça aujourd'hui. Hein. Oui, c'est émouvant parce que évidemment là maintenant tous les regards se tournent vers Arnaud, mais encore une fois la préparation, le fait déjà depuis si longtemps d'avoir pensé à ça, et en même temps en parallèle à cette réflexion, la brutalité de sa disparition. C'est-à-dire que c'est fou de penser que en quelques jours cet homme a été emporté. Voilà, maintenant je voudrais juste laisser peut-être un mot de conclusion à la fois à Dominique Baudis et à Philippe Douste-Blazy, peut-être sur l'exemplarité du personnage et ce qu'il peut laisser comme témoignage aux générations, aux jeunes générations. On l'a dit, il était attaché aux jeunes. Moi je voudrais surtout garder l'idée d'un homme en effet humain dans tout ce qu'il a fait, généreux, ouvert aux autres, assez proche, assez facile d'accès, et de me demander s'il est encore possible, sans doute ça l'est, mais je me pose souvent la question, est-ce qu'il est encore possible de devenir un destin aussi grand, une personnalité aussi importante, et aussi, est-ce que c'est une race de leaders qui est en voie de disparition, est-ce que c'est le dernier des géants, ou est-ce qu'il y en aura encore? Non, je ne crois pas, je crois qu'il y aura encore, et heureusement, des hommes d'entreprise, des hommes d'initiative, mais il y en aura sans doute peu de cette envergure. Et ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que la seule chose qui soit rassurante dans ces jours difficiles pour son groupe, pour tous ceux qui travaillent dans son groupe, c'est effectivement la personnalité d'Arnaud, qui, je crois, ressemble beaucoup à Jean-Luc. On le voit d'abord physiquement, hein, quand on voyait des images de Jean-Luc il y a 35 ou 40 ans, on voit bien la ressemblance avec Arnaud. Et puis, ce qui m'a beaucoup frappé en voyant Arnaud Lagardère au Conseil supérieur de l'audiovisuel, puisqu'il s'occupe de la question des médias, donc je voyais plus souvent au cours de ces derniers mois le fils que le père. Et ce qui m'a frappé, c'est cette capacité qu'il avait lui aussi de mobiliser une équipe autour de lui. Vous parliez tout à l'heure de cette attraction très forte qu'il exerçait sur ses proches collaborateurs, Jean-Luc Lagardère. Et j'ai observé la même chose avec Arnaud. Quand on le voit arriver au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec l'équipe qui travaille autour de lui, on a vraiment le sentiment d'une équipe au sens sportif du terme, soudée autour de son capitaine, et lui ayant beaucoup d'estime, de considération, de respect pour tous ceux qui l'entourent. Ben voilà, moi j'ai pas dit de mots personnels, mais je ne connaissais pas Jean-Luc Lagardère, je connais Arnaud et je confirme tout ce que vous venez de dire. Effectivement, il n'y a pas de distance alors qu'il pourrait y en avoir, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Je voudrais que vous disiez un mot, parce que vous nous accueillez pendant une semaine ici, Match TV à Toulouse. Donc merci, parce qu'on est très très bien accueillis. Hein. On est ici. Vous pouvez nous dire où on est exactement pour les téléspectateurs? Il paraît qu'on est au-dessous de votre bureau. On est au Capitole, dans cette mairie magnifique. Comme vous le voyez juste derrière vous, en fait, on peut passer d'une place à l'autre. C'est une des rares ou même seule mairie totalement ouverte, puisqu'il y a une rue dans la mairie. Avec cette ouverture Henri IV qui est, je crois, magnifique. Je ne sais pas si les caméras peuvent le montrer. Oui, oui. Il y a des plans larges. Mais un mot simplement pour dire que nous sommes très heureux de vous recevoir, parce que Toulouse est une ville qui est ouverte, comme on l'a toujours dit, qui est tolérante, qui est heureuse de vous recevoir. Il y a ici des dizaines de milliers de personnes, enfin des milliers de personnes qui travaillent dans les usines et dans le groupe Lagardère. Donc je crois que c'est ce que
aimerait Jean-Luc Lagardère en ce moment précis, c'est que l'on parle de la continuité, de la poursuite, de l'amélioration, du développement, de laisser encore à marquer dans cette terre de rugby pour son groupe, et certainement pas d'une rumeur ou d'une sorte de torpeur. Il faut aller de l'avant, il faut continuer à jouer groupé, collectif, et je pense qu'avec ce qu'il nous a laissé ici à Toulouse, on ne peut que continuer à gagner, comme d'ailleurs sur les maillots du Stade Toulousain, il y a en grand EADS, parce qu'il aimait justement, et c'était un grand sponsor de l'équipe de rugby de Toulouse, donc je ne suis pas très objectif. Quand je parle de Jean-Luc Lagardère, je me rends compte, peut-être que vous non plus, mais moi j'ai des raisons aussi personnelles à Toulouse, parce qu'il fait vivre et il faisait vivre beaucoup de monde, et c'est maintenant Arnaud à relever ce défi. Alors effectivement, il y a un lien entre Toulouse, on l'a dit, et Jean-Luc Lagardère, il y a un lien entre Match TV et Jean-Luc Lagardère, mais vous l'avez vu dans la presse pendant tout le week-end, encore une fois, des journaux de tous bords ont rendu hommage à ce destin particulier, on voulait le faire à notre manière, donc je vous remercie sincèrement d'avoir accepté notre invitation, et nous on se retrouve demain, même heure, même endroit, à Toulouse, pour une semaine avec des personnalités d'ici qui gagnent à être connues, comme on dit. Merci beaucoup, à demain.